bonjour à tous. Dans la grande table des idées, à partir de 12h55, plaidoyer pour un nouvel idéal écologiste et démocratique. À l'occasion de l'ouverture du sommet pour le climat et de la journée de la Terre, aujourd'hui, nous consacrons un dernier grand entretien à la question climatique avec le philosophe Pierre Charbonnier, auteur d'Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques à la découverte. Mais d'abord, la Vénus noire de Baudelaire. Le dessinateur et scénariste Bernard Isler fait le portrait de la belle et mystérieuse muse du poète dans Mademoiselle Baudelaire qui paraît chez Dupuis, Air libre. Aujourd'hui, l'auteur de la romantique et sensuelle saga Sambre est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Et c'est l'année du bicentenaire de la naissance de l'auteur des Fleurs du Mal. Et depuis quelques semaines, on n'aura jamais autant parlé de lui, de la biographie romancée de Jean Telet aux éditions Collector, qui fleurissent, préfacée par des grands noms de la poésie comme François Chang ou Yves Bonnefoy. Quelle zone d'ombre restait à éclairer? Bonjour Bernard Isler. Bonjour. L'homme, le mythe ou l'écrivain? Quel Baudelaire vous a intéressé, vous? Ce qui m'intéressait, c'était de ne pas répéter ce qu'avaient écrit les autres et surtout d'apporter cette dimension du dessin qu'offre la bande dessinée parce qu'elle offre la possibilité d'une véritable réinterprétation. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'écrire et qui, quand elles se dessinent, se définissent très différemment, c'est-à-dire qu'elles prennent une spécificité. Si je vous donne un exemple très concret, très simple, Jeanne Lemaire a eu une liaison orageuse, torride avec Baudelaire. Ce sont des mots orageuses et torrides. Mais la relation en elle-même, qui était avant tout sexuelle, comment doit-on la dessiner? Eh bien, à ce moment-là, quand vous la dessinez, vous êtes obligé d'essayer de comprendre quelle est la sexualité de Baudelaire. Et vous apprenez la première chose, toute simple, que n'importe quel homme regarde quand il séduit une femme, ou qu'elle vous séduit, peu importe, c'est la taille. Baudelaire fait 1m48, 58 plutôt. Et elle fait certainement 1m80. On peut comprendre qu'après ça, il écrive La Géante. Et alors, vous êtes allé chercher dans quoi, justement, pour comprendre, apprendre, en savoir plus sur la sexualité de Baudelaire? Il se racontait à travers ses poèmes? Il se dévoilait plus qu'on ne l'imagine? Je pense que, oui, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Les Fleurs du Mal, c'est autobiographique. Et c'est pour ça que c'est indécent. C'est qu'il parle de la crudité de ses rapports. Et même quand il écrivait un poème, puisque Les Fleurs du Mal ont principalement été écrites avant la Révolution de 48, et c'est le moment le plus fort de la liaison avec Jeanne, et il y a une forme de jeu érotique entre eux, où il vient chez elle, entre 4h et 6h, c'est monsieur qui parle à mademoiselle, monsieur vient et lit des poèmes. Et Nadar, qui a été finalement le premier amant de Jeanne, ne comprend pas, parce que lui, il est plus concret. Et il demande à Jeanne, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Et Charles, il lit des vers. Et donc, on comprend à travers ça qu'il lit des vers, et c'est une forme de jeu érotique, et qui est extrêmement riche quand on l'approfondit. C'est pas rien que, comme ça, un gadget. Ça montre certainement un rapport de voyeur, sans doute, fasciné par la personne, le physique de Jeanne, par la provocation qu'elle représente vis-à-vis de son éducation. C'est l'incarnation même du péché aux yeux de sa mère, avec qui il a une relation pour le moins complexe. Voilà, parce qu'il y a deux figures féminines qui sont quand même essentielles dans cette bande dessinée, dans cette Mademoiselle Baudelaire. C'est effectivement la maîtresse, Jeanne, cette Vénus noire, et Madame Baudelaire, la mère. Et les deux sont totalement antinomiques et ne peuvent pas se comprendre et se rejoindre. Ça me paraît impossible, effectivement. D'autant que, voilà, sans doute que Charles a vécu un moment privilégié dans son enfance, vers l'âge de 8 ans, quand son père est mort et qu'il se retrouve seul avec sa mère.
Et quand sa mère se remarie, il prend ça comme une trahison. Bon, voilà, c'est sans doute le cas de beaucoup d'enfants uniques. La différence, c'est que lui va en faire une poésie et même une œuvre, et ça va le mener très loin. Cette opposition il faut dire que sa mère s'est mariée avec un général. Il faut quand même aussi le chercher. Celle-là, on ne pouvait pas faire plus antinomique avec un poète. Et ce poète, évidemment, est en lutte avec ce général et va passer son temps à provoquer, oui, et puis c'est la bohème d'avant la Révolution, et donc c'est une époque qui ressemble un peu au punk ou à 68, avec une certaine libération sexuelle, avec le fait que toute cette jeunesse s'habille de manière extrêmement provocante, se maquille, se teint les cheveux, font des booms où ils écrivent sur les murs, ils font des battles de rimes, je ne sais quoi, des choses très modernes en définitive, et où la libération sexuelle, bah oui, on se rend compte à travers l'histoire que c'est une succession de vagues qui entraînent un retour de la morale, et puis de nouveau, une nouvelle jeunesse découvre comme si c'était le paradis, et le paradis même artificiel, puisqu'il y a les drogues qui arrivent, comme en 68. Voilà. Et suite à ça, ben oui, à la fin de sa vie, Baudelaire qui a attrapé la syphilis, ben oui, il meurt prématurément, et sa mère recueille tout l'héritage. Et l'héritage, c'est ses lettres, ses courriers, et elle va faire un choix, et sans doute que c'est elle qui va construire la légende du poète maudit. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle supprime et qu'elle jette au feu toutes les lettres, tous les écrits de Jeanne Duval. Et donc ce personnage de la Vénus noire, qui est le terme inventé en fait par la mère et pas par Baudelaire lui-même, prend une importance sulfureuse. Ça devient, on ne connaît ni sa date de naissance, ni sa date de mort, on ne connaît rien de ce qu'elle a écrit, on ne sait pas ce qu'elle pensait, on ne sait rien d'elle, à part des descriptions de ses contemporains, qui ne montrent qu'une seule chose, c'est la misogynie et le racisme de l'époque. Pas toujours conscientisé, c'est pas un racisme méchant, c'est juste que la France à ce moment-là est un empire qui a des colonies et où l'esclavage est pratiqué. Et donc voilà, il y a un peu cette mentalité qu'un noir égale une esclave. Voilà, et Jeanne est encore cette figure, une figure de cette humanité encore discriminée. On est au 19e siècle aussi de l'abolition de l'esclavage. C'est un portrait du siècle et un portrait du mal du siècle aussi à travers Baudelaire. Et le fait du dessin et la force du dessin, c'est que quand vous dessinez Jeanne, vous êtes obligé de la représenter. Et c'est là que vous comprenez qu'elle n'est pas noire. Elle est simplement mulâtresse. Et peut-être même Carteron, ce qui donne une idée qu'elle n'était pas très noire, en fait. Sa peau devait être presque aussi blanche. Et ça renforce. Mais ça oblige aussi à jeter un autre regard. Ce sont les portes d'entrée qui font que, à un moment donné, on a envie de dépasser la biographie officielle, qui, en majorité, est basée sur les témoignages de ses contemporains, racistes, misogynes, et comme par hasard, que des hommes. Voilà. Et on assiste à travers ça justement aussi à une redécouverte des femmes qui ont fait l'histoire au premier plan ou dans la vie des grands hommes, à une féminisation de l'histoire. C'est d'ailleurs elle, la narratrice de votre Mademoiselle Baudelaire, Isler, à elle que vous donnez la parole. L'époque, vous le rappeliez, elle était misogyne et Baudelaire aussi. Écoutons-le parler des femmes dans la voix de Zabou Bretman, fragment de Mon cœur mis à nu. J'ai toujours été étonnée qu'on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu ? La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste, comme les animaux. Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Je vais faire attention. Mon cœur mis à nu. Voilà cet extrait de Zabou Bretman. Dis donc, c'était pas très tendre, sa manière à lui, Baudelaire, de parler des femmes, probablement à l'image de son époque. Et vous montrez aussi leur relation extrêmement tumultueuse entre Baudelaire et elle, parce qu'elle avait un fichu et sacré caractère. Elle se laissait pas faire aussi, en tout cas dans la manière dont vous la représentez. Il y avait des violentes disputes. À un moment, elle le mord, elle lui crache au visage. Et dans un geste de colère, écrivez-vous, Isler, j'ai envoyé au diable ses derniers poèmes et son encrier. Et involontairement, j'ai brisé la glace de sa psyché. Et le dandy distingué s'est transformé en possédé du démon. Oui, j'ai envie de dire une chose importante dans le cadre de cette bande dessinée, c'est que tout est sourcé. En dehors du fait que le film narratif et cette lettre que Jeanne écrit à la mère de Baudelaire en réclamant l'héritage, ces lettres, en fait, tout le reste, il y a une source littéraire ou graphique qui sous-tend donc tous les dialogues et à chaque fois un contemporain qui l'a dit. C'est à la fois une contrainte
C'est une formidable école. Ça permet d'imaginer, au-delà des mots et des biographies, comment est-ce qu'on peut voir l'histoire différemment, comment on peut relire. C'est lire entre les lignes, mais on rajoute aucune phrase. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a Théodore de Banville ou Ernest Praron qui dit que Jeanne était un peu la secrétaire de Charles, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, que d'abord Charles récite ses poèmes la plupart du temps avant la Révolution, il les cite, il les corrige verbalement, et elle, qui a une fabuleuse mémoire, qui se tait. Voilà, elle se tait beaucoup et on croit qu'elle est bête, pas du tout. Je ne pense pas que parce qu'on se taise, on soit bête. Il n'y a aucun rapport. Par contre, elle mémorise et elle réécrit. Alors, jusqu'à quel point elle réécrivait, elle réécrivait, je ne sais pas. Mais j'ouvre la porte. En tout cas, une autre interprétation de l'écriture de ces Fleurs du Mal, parce que je pense que les siècles ont changé. Au XIXe siècle, il n'y a qu'un seul créateur, c'est le créateur. Et même quand un peintre dessine un modèle, la relation entre le peintre et le modèle, on n'en fait jamais qu'un. Tandis qu'au XXe siècle, déjà avec le cinéma, quand Roger Vadim va faire jouer Brigitte Bardot dans Les dieux créés à la femme, est-ce qu'on peut dire que c'est le film de Vadim ou de Bardot ou des deux? Voilà, cette relation a changé. Donc j'ouvre la porte à ça. Et je pense que s'il y avait un jeu érotique entre Jeanne et Charles, elle a pu influer sur la création des Fleurs du Mal, parce que les Fleurs du Mal, les poèmes ont été censurés pour pornographie, parce qu'ils sont crus et parce qu'ils sont extrêmement concret. Mais qu'est-ce que pour vous cette relation entre Baudelaire et Jeanne révèle du processus de création, de la naissance des idées, justement de l'idée même d'inspiration? C'est plein de choses. C'est vraiment le basculement de l'Ancien Régime au monde moderne. C'est vraiment la féminisation de la littérature. Il y a un moment donné où l'écrit n'est que rationnel. C'est la raison qui emporte tout, et encore plus en France. Et là, on a un poète qui va faire appel à des sensations, qui étaient jusque-là le domaine réservé aux femmes. Et en même temps d'une suprême intelligence, parce que Baudelaire a une lucidité très claire sur l'art, sur l'histoire et sur le futur. Et il est une charnière extrêmement importante. Et donc à travers un poème comme La Charogne, il va détruire la beauté, dans le sens que la beauté était une théorie enseignée dans les académies. Et là, il va la dynamiter en parlant d'une charogne au bord d'une route, et en parlant comme Francis Bacon va peindre la viande. Et il ouvre la porte à toute l'art moderne, où ce qui est beau naît en partie de la laideur. Et là, quelque part, peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas un hasard si le père de Baudelaire était à la fois un curé défroqué et un peintre raté. Pour Baudelaire, il en a retenu une forme d'idéalisation du père, que l'art est religieux. Et donc il va sublimer. L'important n'est pas la beauté du père, c'est la sublimation de la laideur qui donne cette phrase « le beau est toujours étrange ». Et si on s'offrait avec vous, Isler, une balade, une promenade avec Baudelaire et sa muse Jeanne à travers un poème que vous avez choisi, où entre les lignes, vous voyez la figure de cette femme apparaître, son ombre, sa silhouette. Le poème s'appelle « Une charogne ». S'il vous plaît. Oui. Je ne sais pas si je suis un bon récitateur, mais je vais essayer. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Je saute quelques strophes parce que c'est un peu long, mais c'est pour faire passer l'entièreté du message et la complexité. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Une Charonne, lecture signée Isler à l'occasion de la parution de votre nouvelle bande dessinée, Mademoiselle Baudelaire, chez Dupuis Air Libre. Vous êtes notre invité jusqu'à 12h30 et on s'en réjouit. Je ne suis pas sûre que l'homme idéal existe, mais on va quand même écouter une tentative de définition de cet homme idéal. Le texte est signé Laurent Chalumeau. La voix, c'est celle de Bertrand Burgala. Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant? France Culture. C'est quoi vos trucs, vos secrets? La grande table. Comment vous faites pour être ce que vous êtes? Olivia Gesbert. C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi serein, je regarde la mer. Oui car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le serait dit, ce serait toi. Des projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite se rayer. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi. Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant? Souvent, on me demande mes trucs, mon secret. En un mot, comment je fais pour être ce que je suis? Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas. Ah bon? Eh oui, forcément. Et je vous laisse cogiter à ça. Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Et alors, l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi. Bertrand Burgala, extrait de ce nouvel album L'homme idéal qui sort aujourd'hui dans les bacs avec ce texte de Laurent Chalumeau. Voilà, c'est une version estivale. Le nouvel album de Bertrand Burgala, Rêve Capital, apparaître sur le label Tricatel avec ce premier morceau qui est une mise en bouche Isler. On a parlé de Baudelaire et des femmes, mais on n'a pas parlé de vous et les femmes. Pourquoi est-ce que vous aimez tant les dessiner ? Oh, la première raison, c'est que ma mère était une féministe plus que militante, puisqu'elle était dans la politique très très haut. Et donc, elle m'a enseigné dès le départ les règles du féminisme de l'époque, qui était un féminisme universaliste, qui a bien changé maintenant, et où maintenant il y a des féminismes, on va dire, certains qui viennent d'Amérique, avec lesquels je suis moins d'accord. Mais dès le départ, ça m'a influencé dans ma création, quoi. Voilà, elle m'a fait réfléchir. Ma mère était une femme assez fascinante, même si je l'ai très peu connue. Voilà, mon père était un journaliste politique, voilà quoi. Mais, et vous, vous avez des muses, des modèles? Écoutez, ou vous travaillez avec la mémoire? Je travaille avec mon crayon. J'appréhende le monde en le dessinant. Quand on a demandé à un architecte de faire des plans pour la maison, j'avais besoin de les dessiner pour voir ce à quoi ça ressemblait, les dessiner en 3D. Et je trouve qu'il y a une différence majeure entre l'écriture et le dessin. C'est que les écrivains que j'ai rencontrés, oui, ils peuvent incarner un personnage dans la tête, savoir ce qu'il a vécu avant, ce qu'il a pensé après. Mais un dessinateur, il le vit dans son corps.
Vous dessinez en gros, vous devenez gros, vous savez ce que c'est que vous transpirez, vous prenez de la place dans la pièce, dans une mise en scène, vous dessinez quelqu'un de vieux, il ne va pas marcher de la même manière qu'une jeune fille, etc. Et une femme enceinte, le corps se transforme. Et il y a une vraie passion de ça, parce que c'est rentrer dans la chair comme un comédien qui incarne un personnage. Il n'incarne pas avec des idées. Un comédien ne pense pas forcément. Il y a une pièce très connue qui disait que le comédien était la bouche. C'est l'objet qui incarne le texte de l'auteur. Et cette incarnation, elle est vivante, c'est la chair. Et c'est toute la différence qu'il y a entre une théorie et le réel. Et donc c'est une forme de substitut du réel. Je pense que le dessin est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine, et parfois beaucoup plus riche que les textes ou que la photo. Le moment où ça a été le choc pour moi, c'est 2001. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des caméras qui tournaient du côté de Ramallah et qui donnaient l'impression que tout le monde musulman était en crise contre les Américains. Et il y avait peut-être 100 personnes dans la rue, mais la caméra, elle donnait l'impression qu'il y avait une foule. Et en même temps, il y avait Plantu dans Le Monde qui montrait, quand il dessine des musulmans, il va montrer le nombre qu'il y en a. Parce que le dessin ne permet pas ces cadrages. Donc oui, il y a une forme de vérité dans le dessin que vous êtes obligé de toucher. Vous êtes obligé de vous rendre compte que la tête de Jeanne, on a essayé de la masquer. Et tout le monde dit Jeanne Duval, etc. On a supprimé son nom, mais c'est pas que ça. C'est l'invisible d'une époque. C'est qu'il m'a fallu des recherches insensées pour savoir à quoi elle ressemblait. Mais vous dites ce dessin ne permet pas ces cadrages dans ce rapport à la vérité. Oui. Et en même temps, le dessin et la bande dessinée, c'est un art du cadre aussi. Qu'est-ce qu'on fait entrer dans le cadre? Oui, mais si je prends l'exemple d'un ami qui avait travaillé avec un grand historien du Moyen-Âge, Le Goff, l'historien peut décrire une pièce dans un château au Moyen-Âge en disant il y a une fenêtre et il y a une porte, mais il oublie de préciser s'il y a un coffre, qu'est-ce qu'il y a comme vitraux, à quelle hauteur est la clenche de la porte, et tout ce genre de détails qui font que ça peut modifier énormément la manière dont les personnages sont, par exemple, habillés. Parce que si la pièce au Moyen-Âge, avoir des vitres au Moyen-Âge, c'est extrêmement rare, c'est des vitraux. La plupart du temps, il n'y a pas. C'est des planches en bois, les personnages vont s'habiller en conséquence. Et donc, on ne peut pas dessiner quelqu'un en t-shirt, ou l'équivalent, à l'époque. C'est toutes ces réflexions-là qui font que, je vais vous dire, on m'a demandé un jour de dessiner, de rajouter des dessins pour le voyage de Victor Martin, qui était un résistant et qui a été envoyé à Auschwitz pour faire un témoignage pour la résistance juive. Et forcément, à un moment donné, il ne pouvait plus photographier. Et donc, il fallait un dessinateur. Et le dessin obligeait de préciser des choses que le texte pouvait oublier. Que, par exemple, les nazis n'approchaient pas les prisonniers. C'était des capots. Et tout ça est dessiné la maladie, la mort, etc. C'est encore autre chose. Ça vous apprend une chose, c'est que 6 millions de juifs qui sont morts, c'est bien, mais c'est 6 millions de fois une vie. C'est chaque fois un être humain avec une identité tout à fait particulière. Et quand on dessine et qu'on rentre dans sa peau, je peux vous dire que depuis le moment où je l'ai dessiné, et aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où quand je prends ma douche, je ne pense pas à un visage, à une personne. Aux gens qui, à Auschwitz, la première chose qu'on faisait, c'était de les déshabiller et de les passer sous une douche glaciale, même en hiver. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. C'est comme ça. Isler, vous avez collaboré avec un grand monsieur qui est décédé récemment, Jean-Claude Carrière. C'était le 8 février dernier. Il donnait aussi, il faisait pas simplement, il n'écrivait pas simplement, il n'était pas que scénariste, il aimait aussi dessiner. Il donnait dans le réveil culturel de Tawfik Hakem justement une leçon de dessin, on l'écoute. Quand on attaque un visage, toujours par la base du nez. C'est classique, ça. Tous les peintres et tous les dessinateurs de tous les temps. Tandis d'un corps par le sexe. Il faut partir d'un centre, il faut partir de quelque chose qui soit à partir de quoi on peut s'élever ou descendre. Cela dit, moi je ne suis pas un dessinateur professionnel, je suis plutôt un auteur de croquis, un caricaturiste. Bien que le premier argent que j'ai gagné de ma vie, c'était avec des dessins, puis quand j'étais étudiant, avant de gagner quoi que ce soit par la littérature, par le cinéma ou par le théâtre. Oui. Et j'ai dessiné toute ma vie, depuis mon enfance. À un moment donné, j'ai quand même appris, j'ai pris quelques leçons, quelques cours, quoi. Mais c'est vrai que je dessine plutôt d'instinct et souvent de mémoire. Voilà, c'était un grand conteur, Jean-Claude Carrière. Qu'est-ce qui vous a appris ?
Vous savez, il y a 2 ou 3 personnes que vous rencontrez dans votre vie qui sont des mentors, comme ça. Et Jean-Claude est le dernier que j'ai rencontré et qui a été pour moi un bonheur. Et bon, c'est vrai que d'abord, ce projet, j'aurais voulu le faire avec lui, puis ça n'a pas pu se passer. Et il est mort pendant que je terminais l'album. Et j'avoue, j'en ai pleuré la nuit de ça. J'aurais aimé qu'il soit... Oui, j'aurais vraiment aimé... au moins lui demander de faire la préface, de lui offrir le livre. On en a parlé et tout, oui. C'est vrai, Jean-Claude, je l'ai approché puisqu'on a fait un livre ensemble qui s'appelle Le ciel au-dessus du Louvre. Et il dessinait tous les jours, effectivement, dans ses carnets. Et parfois, il me présentait ses idées sous forme de dessin. C'était curieux. Mais c'est un bonhomme qui... il faisait de l'art sans s'en rendre compte, quoi. Je veux dire, j'étais chez lui dans le sud de la France, on allait faire une promenade dans les bois et puis il me racontait l'histoire des cailloux, de la préhistoire, et puis on en arrivait à la Révolution française. Je ne sais même plus par quel chemin, mais c'est un conteur, voilà. Faire du scénario avec lui, c'était aller chez lui, et puis il s'asseyait en face de moi, et puis il racontait des histoires et sa vie, et de temps en temps il me disait... C'est la leçon d'aujourd'hui. C'était un peu mon père de substitution, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Un monsieur d'une grande érudition aussi. Oui. Ouais. Autre héroïne, celle de la saga Sambre, Isler, dont le 9e tome paraîtra chez Glénat l'année prochaine. Il y en a beaucoup, beaucoup qui l'attendent. Ce sera le dernier ou les aventures continuent? Je pense que l'éditeur a préféré, plutôt que de faire un dernier, dédoubler vu le nombre de pages. Maintenant, peut-être que le fait que j'ai fait un Baudelaire de 146 pages en un an va l'encourager à ce que c'est possible qu'Isler puisse faire 146 planches en un an, vu que moi j'avais une réputation d'être particulièrement lent. Voilà, je pense qu'il y a des sujets qui portent. Là, ça va être l'apothéose de Sambre et la couronnement d'une vie, quoi. C'est vrai. Ça va être... c'est repassé dans le domaine de la fiction. C'est bizarre, vous savez, la fiction. Vous êtes comme Dieu, hein. Vous pouvez faire arriver la cavalerie à la fin, hein. Quand on fait une biographie, c'est l'inverse, hein. Tout est déjà écrit. Il faut s'insinuer dedans. Il y a plus d'humilité, sans doute. Et en même temps, il y a un double regard et quelque chose qui... C'est une formidable école. Je conseille à tous les gens qui racontent des histoires de s'adonner à ça, parce que ça vous force à sortir de vos habitudes, à croire qu'on peut réinventer le monde comme ça. C'est essayer de comprendre. C'est de la fiction et en même temps c'est une fiction qui a presque pris un tournant prophétique par rapport à votre propre histoire. Vous reviendrez nous en parler parce que c'est aussi une histoire de regard. Merci beaucoup à vous, Monsieur Isler, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution de ce Mademoiselle Baudelaire chez Dupuis. Merci beaucoup. Merci.